Mes camarades Mathilde Receveur, Guillaume Proust, Sally Stephen et moi-même Bilal Razelma, ainsi que notre thésard, Monsieur Vincent Roche, allons présenter le rôle de la subduction dans l'occasion des gisements géothermaux en Anatolie. C'est quoi la géothermie? La géothermie, c'est la chaleur de la Terre émise principalement par des désintégrations radioactives dans le manteau. Et c'est où l'Anatolie? L'Anatolie se trouve dans le domaine égéen. C'est la Turquie au sud de la mer Noire. On voit aussi sur cette carte le front de subduction, avec au sud la plaque africaine, au nord la plaque eurasienne avec l'Anatolie. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est une zone à fort potentiel géothermique? On voit sur cette carte la température des eaux dans les sources hydrothermales. En bleu, la température normale est de 20 degrés. En jaune, elle est un peu plus chaude, elle est à 50 degrés. En rouge, dans la partie qui nous intéresse, la température, on a des gisements à 70 voire 100 degrés. Cela se traduit comment en surface? Dans la région de Pamukkale, on a des piscines d'eau moyennement chaude, comprises entre 45 et 50 degrés. La chaleur fait précipiter les carbonates, les calcaires, donnant des formes extraordinaires. Le site est d'ailleurs protégé et classé par le patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans une autre région de la Turquie, on a aussi des serres chauffées par géothermie. Ici, l'eau est encore plus chaude. On a des gisements à 260 degrés à 900 mètres de profondeur. La région de Simav se sert des serres chauffées pour produire de l'électricité, ce qui peut être très rentable. D'ailleurs, la Turquie possède un fort potentiel géothermique considérable de 31 500 MW, ce qui la place au 7e rang mondial et au 3e rang européen. Dans la région étudiée par Vincent, la capacité installée est de 86 MW, mais il est prévu qu'elle passe à 600 MW en 2023. Tu peux nous expliquer d'où vient cette chaleur, Mathilde, et comment peut-on la mesurer? La chaleur vient de l'intérieur de la Terre et principalement du manteau. Elle est évacuée vers la surface par convection et conduction dans la croûte. On est capable de mesurer le flux de chaleur qui représente la chaleur évacuée en milliwatts par mètre carré. Sur cette carte, on peut voir au niveau du globe que les continents ont un faible flux, en moyenne 65 milliwatts par mètre carré, en bleu-vert, et que les dorsales océaniques ont un fort flux, en moyenne 140 milliwatts par mètre carré, en rouge. La région qui nous intéresse est sur un continent. Comment est le flux? Voici une carte représentant la valeur du flux de chaleur en milliwatts par mètre carré, mesuré par forage. On remarque que les zones continentales ont un fort flux de 87 milliwatts par mètre carré, en violet, ce qui est supérieur à la normale, et dans certaines régions en Anatolie occidentale, le flux est même de 100 à 150 milliwatts par mètre carré, en bleu-vert. Quel est le lien entre ces forts flux en milieu continental et la subduction? Peux-tu nous expliquer la subduction et quel est le lien avec l'Anatolie? On voit ici deux schémas de subduction. Le deuxième représente une subduction océanique, comme c'est le cas en Anatolie, où la plaque africaine passe sous la plaque eurasienne. On voit la plaque océanique plongeante, autrement appelée slab, qui s'enfonce dans le manteau. Cette descente de la plaque est associée au courant descendant dense et froid des cellules de convection générées dans le manteau. Sur le petit schéma, on voit que la plaque plongeante subit la résistance de l'autre plaque, ce qui engendre des frottements et donc des séismes. Mais cela engendre aussi du volcanisme au niveau de la plaque du dessus. Lorsque la plaque s'enfonce, il y a augmentation de pression. Vers 100 km de profondeur, la pression est 30 000 fois la pression atmosphérique, soit 30 kbar. La plaque est donc compressée et se déshydrate. L'eau remonte au niveau de la plaque du dessus, ce qui fait fondre partiellement le manteau. Il en résulte du magma et donc des volcans. Dans la zone étudiée par Vincent, on voit la plaque africaine, ici en gris, qui passe sous la plaque eurasienne. Et on voit qu'en Anatolie occidentale, là où se trouvent tous les gisements hydrothermaux, il n'y a pas de volcan actif. Il y en a bien autour, mais pas dans la zone concernée.
Ce n'est donc pas la raison du fort potentiel géothermique. Donc tu ne peux pas nous expliquer cette forte chaleur dans cette région? J'y viens, tu vas comprendre. Dans un contexte de subduction, il y a deux types de forces. En rouge, les forces motrices, celles qui font avancer la plaque. Il y a entre autres la force de la dorsale, qui, comme elle produit sans arrêt de la nouvelle croûte océanique, la pousse. Mais il y a aussi la force du flux mantélique, due aux cellules de convection générées dans le manteau. Il y a aussi la force de la plaque plongeante, due au fait que les roches, en vieillissant, gagnent en densité. Mais il y a aussi en bleu les forces de résistance, comme la force de frottement entre les deux plaques, ainsi que la viscosité du manteau. Dans la région qui nous intéresse, les forces de résistance sont supérieures aux forces motrices. Cela engendre un étalement du slab en profondeur, là où le manteau gagne en densité, ainsi qu'un recul ou retrait du slab. Comment peut-on en être sûr? Peut-on le visualiser, ce slab? Bien sûr, on utilise la tomographie sismique. Cela ressemble au principe de l'échographie, mais pas avec des ultrasons. Là, on utilise les ondes sismiques qui se propagent un peu partout à l'intérieur de la Terre à partir du foyer d'un séisme. Leur vitesse dépend du milieu traversé. Les anomalies de température et donc de densité sont les causes de variation de vitesse de ces ondes sismiques. Exactement comme la proportion variable d'eau dans les tissus fait varier la vitesse des ondes acoustiques. Les images qui en résultent montrent ces anomalies de température à différentes profondeurs. Donc en bleu, c'est froid et en rouge, c'est chaud. À 600 km de profondeur, l'ouest de la Turquie est froid, continuellement. Alors qu'à 150 km de profondeur, il y a une zone chaude entre les deux. Alors pourquoi? Eh bien c'est simple. À 150 km de profondeur, le slab se déchire. C'est un phénomène très rare. Là, on voit une coupe verticale, donc de la tomographie verticale. Donc on voit la plaque africaine qui passe sous la plaque eurasienne. Et on voit le caractère très chaud du manteau situé entre les deux. Nous allons visualiser ce phénomène de déchirure sur une petite vidéo pour montrer la complexité du phénomène. Ah bon, la vidéo ne marche pas. Donc si. Parfait. Donc là, on peut voir la plaque africaine ainsi que de la lithosphère océanique entre les deux. Et donc ici, la plaque eurasienne. Donc on voit, cela montre la subduction. La plaque africaine plonge. Donc on peut voir que vers 12 millions d'années, les deux plaques se rencontrent, formant alors une chaîne de montagnes à ce niveau-là. Et vers à peu près 20 millions d'années, on peut voir la déchirure du slab qui se passe ici. Donc pour une quelconque raison, le slab se sépare en deux à ce niveau-là. Et ce retrait du slab et sa déchirure expliquent la géothermie en Anatolie. Et d'abord, quels sont les indices mesurables de ce retrait du slab? Alors tout d'abord, le premier indice du retrait du slab est la profondeur du Moho, la limite entre la croûte et le manteau supérieur. En moyenne, le Moho se trouve à 40 km de profondeur, les zones bleues. Mais en Anatolie, il se situe à 30 km de profondeur, la zone en jaune. Et dans la partie occidentale, il est encore moins profond, de 20 à 25 km. Donc la plaque eurasienne est amincie à cause du retrait du slab qui provoque une extension. Sur cette diapositive, on peut voir l'évolution de la subduction pendant 23 millions d'années. Alors, le retrait du slab est matérialisé par des lignes verticales. On peut voir que le prisme d'accrétion se déplace en même temps que le slab et que la plaque eurasienne est bien amincie pendant ces 23 millions d'années. L'autre indice est l'âge du volcanisme. Alors, en ordonnée, on peut voir l'âge en millions d'années et en abscisse la latitude nord. À 40 millions d'années, tous les volcans sont à la même latitude. Le magmatisme stagne dans les hautes altitudes en Bulgarie ou Roumanie. Puis, à partir de 35 millions d'années, il migre rapidement 2 à 3 cm par an. En effet, on observe un rajeunissement des volcans en allant vers le sud. Et ce recul et ce déchirement ont-ils un rapport avec les flux de chaleur? Tout à fait. Alors, sur cette diapositive, on peut voir la plaque du dessus, la plaque plongeante et la déchirure. Cette déchirure crée des mouvements de chaleur ascendants qui créent des cellules de convection au niveau du manteau, ce qui crée des forts flux géothermiques, tout cela sans volcanisme.
En bilan, le retrait du slab cause un amincissement de la croûte. La profondeur du Moho, limite croûte manteau-lithosphérique, est faible enneigée et à l'ouest de la Turquie. Cela crée aussi des cellules de convection sous le manteau, fort flux géothermique. Enfin, la croûte joue un rôle d'isolant thermique. La chaleur entre la croûte et le manteau lithosphérique se transmet par conduction dans la croûte. Et la chaleur, elle peut s'échapper? Tout à fait. Alors, la croûte joue un rôle de couvercle en empêchant la chaleur de s'échapper, mais le retrait du slab a causé de nombreuses failles, comme on peut le voir. Donc, l'eau en surface s'infiltre, puis ressort chaude dans ces mêmes failles, ce qui crée des sources géothermales, vues au début de la présentation, ce qui nous laisse penser à un fort potentiel géothermique dans cette région. Et voilà comment la géologie explique un phénomène naturel et permet d'entrevoir un fort potentiel géothermique futur pour cette région d'Anatolie. Notre hypothèse, la source de l'anomalie géothermique se trouve dans le manteau. Elle est la conséquence du retrait du slab et de sa déchirure. Le manteau très chaud chauffe la croûte amincie. L'eau de surface peut circuler dans les failles jusqu'à 20 km de profondeur. Elle va donc se réchauffer et remonter à la surface et ainsi donner lieu à des sources géothermales que l'on exploite. Le travail de Vincent et ses directeurs de thèse consiste à analyser en 2D et 3D le terrain, la pétrologie, la datation, la géochimie, ces anomalies thermiques dans l'espace et le temps depuis 100 millions d'années environ. Nous remercions notre doctorant, ses directeurs de thèse, dont un qui est présent, M. Laurent Jolivet, pour leurs explications, ainsi que nos professeurs qui nous ont soutenus et assistés pendant cette expérience. Nous approfondirons le sujet l'année prochaine en TPE. Merci de votre attention. Merci de votre attention. Je me suis dit, tiens, je vais prendre une décision. L'année prochaine, je vais me faire expliquer tous les travaux des labos par les thésards conférenciers. C'est extraordinaire l'explication qu'ils en font. C'est sûr que Laurent pourrait faire pareil, les directeurs peuvent faire... Ah ben non, mais on est donc d'accord. Ils ne sont jamais décrit ça comme ça. Franchement, bravo, on a compris plein de choses. Et ça paraissait naturel. Vous étiez quasiment en conférence. On est parti sur l'expérimentation du colloque et vous êtes rentré en conférence. C'est très bien. On voit un gros travail derrière et parfait. Il y a des choses... Franchement, bravo aux nouveaux thésards. J'espère qu'un de vous quatre là fera une thèse en géosciences à Orléans parce que là, il y a une graine. Vous êtes forcément, il y a une graine parmi vous. Voilà. Merci. Moi, j'ai d'autres questions. Vous avez l'air de vous parler comme ça de la croûte continentale, les dorsales, le Moho, etc. Tout ça, c'est des mots que vous connaissez ou que vous connaissiez déjà ou que vous avez appris là dans le... C'est des mots assez propres à notre thèse et la plupart, je ne les connaissais pas. Alors bien sûr, des mots comme subduction, donc assez basique, ça bien sûr, je saurais l'expliquer, enfin je savais l'expliquer avant, mais il est vrai qu'on a appris plein de choses, plein de très intéressantes choses d'ailleurs, qui m'intéressaient vraiment. Par exemple, le Moho, je ne savais vraiment pas ce que c'était. Et donc ça a été un honneur de le découvrir. D'accord. Donc, parce que c'est vraiment, du coup, vous manipulez ça vraiment avec... une manière impressionnante, quoi. J'ai une autre question. Pardon? Ah non, pas du tout. Non, non. Mais il ne creuse pas assez profond. Il faudrait creuser le problème plus profondément, Monsieur le Président. J'ai une autre question là qui est liée à ce que je fais moi, ce que j'ai besoin d'expliquer du coup. 100 millions d'années, ça vous dit quelque chose? C'est un chiffre, un nombre, pardon, qui vous dit quelque chose, que vous pouvez raccrocher à autre chose, ou c'est 100 millions d'années comme ça, c'est beaucoup? Dans d'autres choses que vous avez apprises, en SVT ou en histoire, il y a 100 millions d'années, il y avait quoi sur Terre? Oui. Non, mais c'est quelque chose de... moi, je fais de l'astronomie, donc on a toujours besoin, même au président, j'ai besoin de lui expliquer des fois, que les années, 100 millions d'années, on peut le rapprocher de Lucie. Vous avez entendu parler de Lucie, l'Australopithèque? C'était il y a 3 millions d'années. Qui était la première humanoïde, enfin, du genre Homo, je crois.
Il y a Toumaï, c'était il y a 6 millions d'années. Les dinosaures, la fin des dinosaures, c'était il y a 60 millions d'années. Donc là, on est en plein dans les dinosaures. Le début des dinosaures, c'était il y a 250 millions d'années. Je crois que c'est bien de se mettre toutes ces échelles en tête pour repérer que 100 millions d'années, à l'échelle de la Terre, bon, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Hein, et à l'échelle de la galaxie, encore moins. Okay, donc c'est quelque chose, je crois qu'il faut qu'on apprenne à vous enseigner puis pour apprendre ce que c'est que les grands nombres. Et les petits aussi, d'ailleurs. D'accord. Ah oui, oui, il n'a appris que les vitesses. Et avec d'autres, il a appris les excès de vitesse. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Donc vous continuez tous ensemble. Bonne expérience ou pas, hein? Non, mais vous avez le droit de... Franchement, c'est pas... C'est comme les barres d'erreur. Bah, tous ensemble, avec plaisir, sauf Stéphane, qui ne continue pas en reste. Et donc, il n'aura pas la chance de continuer avec nous. Ok, mais ben, bon vent quand même, hein, bon avenir. Bon, puis c'est quand même un bon... Merci à vous. Un bon résultat.